Bonjour, bienvenue sur PDCI TV, votre chaîne préférée. Aujourd'hui, pour notre émission Regard sur l'actualité, nous recevons un homme. Il est économiste financier, il est ex-inspecteur d'État, il est aussi membre du bureau politique du PDCI RDA, surtout secrétaire exécutif chargé des relations avec les délégations extérieures. Bonjour, monsieur le délégué. Bonjour, Béatrice. Bonjour, monsieur le délégué. Bonjour. Lui, c'est monsieur Eoumon Bernard. Je suis avec Mayol, mon binôme. Bonjour, Mayol. Bonjour, madame Assoumou. Monsieur Eoumon, nous vivons aujourd'hui une crise sanitaire sans précédent en Côte d'Ivoire. Quelle est votre analyse sur cette crise? Avant de donner mon point de vue sur ce point, permettez que je vous remercie de l'occasion que vous me donnez de me prononcer sur cette question d'actualité. Et il faut dire également que depuis la découverte de ce virus en Chine en décembre 2019, le fléau ne cesse de s'étendre partout dans le monde. Cela crée un choc d'offres et de demandes qui risque de perdurer, avec tout ce qu'il y a comme conséquence que vous savez. Les hôpitaux sont débordés, avec un impact humain, économique et financier et social à grande échelle. C'est l'occasion de m'incliner devant la mémoire de nombreuses victimes dans le monde entier et souhaiter un prompt rétablissement à tous ceux qui sont admis en réanimation et qui sont testés positifs. Je rends également hommage aux personnels de santé en Côte d'Ivoire qui font un travail formidable dans des conditions extrêmement difficiles. Cette crise sanitaire a montré à quel point notre système de santé était dans un état de dénuement total, alors que des sommes colossales auraient été investies dans ce secteur. Revenant aux conséquences de cette crise sanitaire, madame, nous constatons que le produit intérieur brut des principaux pays vont s'afficher tous en baisse. Ce matin, on me disait que la France est rentrée en récession économique et davantage désastreux pour les pays en développement comme la Côte d'Ivoire. Monsieur Eoumon, face aux conséquences de cette pandémie, le gouvernement vient d'annoncer son plan de soutien social, économique et humanitaire pour les Ivoiriens. Quelle est votre analyse en tant qu'économiste? Le montant de ce plan est estimé à 1 700 milliards de francs CFA et un objectif double, selon lui. Atténuer l'impact de la pandémie sur les populations et les acteurs économiques des secteurs formels et informels. Et enfin, préparer une reprise rapide des activités à la fin de la pandémie. Nous saluons l'initiative, elle est bonne, mais ce plan renferme des zones d'ombre et des insuffisances qui méritent d'en parler au cours de cette émission. Merci, monsieur Eoumon. Beaucoup de personnes comparent cette crise à celle de 1929. Quelle est votre analyse? Oui, c'est une crise sanitaire qui est en train de toucher l'économie réelle. Il y a des points de similitude entre ces deux crises. Bien sûr, ils ont raison. J'ai entendu Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances de la France. Je crois que c'est lui qui a comparé cette crise à la crise de 1929. Il y a des points de similitude parce que la crise elle est mondiale. La crise touche l'économie réelle. Et la crise a des conséquences néfastes sur les chaînes de valeur. En revanche, il y a des différences notables entre ces deux crises. La crise de 1929, c'est une crise boursière, donc une crise financière. Alors qu'à l'inverse, c'est une crise sanitaire qui crée une crise économique et qui pourrait créer une crise financière s'il n'y a pas de mesures. Donc, vous voyez, les gouvernements montent au créneau partout pour créer des plans de sauvetage pour que la crise économique créée par la crise sanitaire ne se transforme pas en crise financière. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est la durée de la crise. 1929, il a fallu attendre pratiquement 10 ans pour sortir de la crise. On a vu la France est en récession. C'est en 1939 que la France a commencé à sortir la tête de l'eau. Malheureusement, au moment où elle sortait la tête de l'eau, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale qui a amorcé. Donc, là, elle est rentrée encore en récession économique. Donc, c'est une crise qui a duré. Souhaitons que celle-là ne dure pas. Oui, Celle-là ne dure pas. Et enfin, la troisième différence qui existe, c'est l'approche de résolution de cette crise. La crise de 1929, il y avait une approche individuelle. Chaque pays s'étant isolé pour régler en interne les difficultés. Alors que cette crise-là, il y a une approche beaucoup plus globalisée parce que nous sommes dans un monde connecté, un monde mondialisé.
D'accord, M. Oumar. Est-ce que succinctement on peut revenir un peu sur la crise de 1929 pour la nouvelle génération, ce qui s'est passé, cette crise-là? Oui, je vois que vous êtes intéressé par cette crise. Comme je disais, c'est une crise boursière. Le jeudi noir, la bourse de New York, un matin, il y a eu des options qui ont été prises. Et puis voilà, la bourse a plongé. Et vous savez qu'en bourse, quand ça plonge, soit ceux qui ont l'argent, ils se retirent, et tout le monde a commencé à se retirer. Et le marché est conditionné par l'offre et la demande. Si à un moment donné, il n'y a plus de demande qu'il n'y a que des offres, il va y avoir un déséquilibre. Et donc, par l'effet systémique, ça a contaminé un peu tout le monde. Et d'une crise financière, on a attaqué, c'est devenu une crise économique, parce que ça a touché l'économie réelle. Monsieur Oumar, revenons sur la crise sanitaire qui est en train de décimer toute la planète. Quel est votre avis sur les ripostes des différents gouvernements? Vous constatez que cette crise jette un coup de froid sur l'ensemble des économies des pays touchés. Et dans ces conditions, la puissance publique incarnée par l'État doit monter en première ligne pour agir rapidement. Et je crois que c'est ce que les États font. Pourquoi l'État? Parce que l'État, comme on le dit, a les poches longues. L'État, par les recettes, peut emprunter. Donc l'État monte en première ligne pour éviter qu'il y ait une saignée. L'État monte en première ligne pour pouvoir maintenir les forces productives et de consommation. Parce qu'à un moment donné, si on n'arrive pas à maintenir les forces productives et de consommation, l'État s'arrête. Il faut continuer à payer les fonctionnaires. Il faut continuer à payer les retraites. Ça, c'est le rôle de l'État. Deuxièmement, il faut arriver à sauvegarder les emplois dans le secteur privé. Parce qu'il n'y a plus d'activité, donc les entreprises n'ont plus les moyens de payer les salariés. L'État se substitue aux entreprises pour payer les salaires par le mécanisme qu'on appelle le chômage partiel. Troisième intervention de l'État, c'est permettre aux entreprises d'avoir assez ou de faciliter leur trésorerie. C'est ce que vous avez vu, les reports des échéances de paiement des charges sociales, des charges fiscales. Parce que comme il n'y a pas l'argent, on reporte pour qu'on puisse respirer. Et puis, il y a les fonds de garantie que l'État met pour permettre aux banques commerciales de continuer de prêter aux entreprises. Vous savez, à temps normal, pour emprunter de l'argent, il y a des critères de solvabilité, on étudie votre dossier. Mais quand on a une crise, vous ne répondez plus aux critères de solvabilité. Donc, l'État met une ligne de garantie pour rassurer les banques commerciales pour dire vous pouvez continuer de prêter. Dans tous les cas, s'il y a crise d'insolvabilité où je suis là pour prendre la casse. Donc, voilà un peu ce que l'État fait. Au niveau des particuliers, parce que c'est des consommateurs, c'est aussi des agents économiques, il faut faire en sorte de les rassurer. Et c'est ce que vous voyez, les factures d'eau, d'électricité, les loyers, parce que tout le monde aussi est en panne de liquidité. Donc l'État se met là pour utiliser sa puissance pour dire, en ce qui concerne en Côte d'Ivoire, la CIE, de reporter les échéances pour permettre à chacun de respirer. Et pour que le peu d'argent que vous aviez, ça puisse vous permettre de parler au plus pressé, les soins au niveau de la santé et au niveau de l'alimentation. Mais à la fin de tout ça, parce qu'il n'y a pas d'argent magique dans un système économique, à la fin, il va falloir payer tout ça. Justement, M. Oumar, la croissance justement du PIB de la Côte d'Ivoire étant portée par le secteur public, devons-nous nous inquiéter d'un effet dévastateur de cette pandémie due au coronavirus? La croissance économique en Côte d'Ivoire est portée également par le secteur public. Parce qu'il y a trois moteurs essentiels qui fondent la croissance dans un pays. Il y a les investissements, il y a la consommation et les exportations. Je pense que la Côte d'Ivoire a opté l'option de mettre l'accent sur les investissements, mais les investissements publics. Donc nous avons fait des investissements publics avec les fonds publics. Et les fonds publics sont générés également par tout ce qu'on a comme les recettes et autres. Mais c'est dangereux parce que si vous fondez la croissance seulement sur les investissements publics,
sans la contribution du secteur privé. Alors que c'est le secteur public qui crée la valeur ajoutée, donc il forme le produit intérieur brut. Il va sans dire qu'à un moment donné, quand il y a une crise, vous allez ressentir. Et c'est ce qui est en train d'arriver à la Côte d'Ivoire. Monsieur Oumar, vos observations sur les plans de sortie de crise du Premier ministre Gon? Oui, j'ai écouté le Premier ministre ivoirien. Je pris le temps d'analyser ce plan. D'abord sur la forme et puis sur le fond. Sur la forme, retenez que j'ai été un peu déçu. Ah bon? Oui. Parce que je trouvais un ramassis de propositions qu'on a déjà vues ailleurs. Mais je trouvais dans les annonces comme un catalogue, un inventaire de propositions que je peux appeler des incantations. Qui ne sont pas obligés de forcément marcher ici. Qu'on retrouve sur une série de documents technocratiques qui décorent en ce moment des tiroirs des bureaux des sachants et qui n'ont que pour seule finalité se donner bonne conscience et se dédouaner. Comme tout le monde dit, il faut que moi je dise la même chose. Même si vous c'est quand même 1700 milliards de nos fonds qui sont mis à disposition pour soutenir les secteurs. Oui, je salue ce montant qui est pas mal. Mais pour moi, en aucun cas, dans l'annonce du Premier ministre, je n'ai vu de réponse concrète aux attentes des populations ivoiriennes. Or, les Ivoiriens sont légitimement en droit, en pareille circonstance, d'attendre de ce gouvernement beaucoup plus que ce qui nous est servi en ce moment. En clair, monsieur, par rapport à votre question, monsieur le Premier ministre, pour moi, nous a servi un discours imprécis, incohérent, qui cache la précipitation avec laquelle ce plan a été conçu, qui cache le manque d'anticipation, qui cache même la méconnaissance des réalités du terrain, le manque de lisibilité et de pragmatisme. Vous êtes sentencieux là. Oui, je trouve même le discours flou. Or, vous savez, là où il y a le flou, il y a le loup. Monsieur Oumar, vous voulez dire que ce plan ne correspond pas à un plan pour la Côte d'Ivoire? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais nous rentrons bien dans le fond de ce plan, au niveau du fond. Les 1700 milliards qui ont été indiqués, je veux bien savoir quelle est la procédure qui a été utilisée pour arrêter ce montant. Ça, on ne nous a pas dit. Je veux bien connaître le statut juridique de ce montant. Est-ce que c'est un don fait par les partenaires de développement ou c'est un emprunt que la Côte d'Ivoire va lancer? C'est important de le signifier. C'est très important de savoir. C'est l'engagement de l'État, c'est les fonds publics. Les Ivoiriens sont en droit de savoir ce que c'est. Si c'est un emprunt, ça veut dire qu'on va créer la dette qui va venir s'ajouter au stock existant. Ça, quand c'est une dette, ça veut dire que c'est les générations futures qui vont payer cette dette. C'est tout à fait normal qu'on sache comment ce fonds va être financé et alimenté. Mais j'ai été inquiet quand j'ai écouté le ministre des Finances de la Côte d'Ivoire sur le plateau de la RTI qui dit que l'État a déjà décaissé 25 milliards pour le secteur de santé. On a alimenté ce fonds de 20 milliards. Récemment, j'ai vu que les États-Unis ont donné 2,5 milliards. Mais quand on additionne tout ça, on est loin du compte. On est loin des 1700 milliards. Mais pendant ce temps, le virus ne nous attend pas. Le virus se propage. Tout à fait. Que faisons-nous? Moi, je veux bien que le gouvernement nous dise aux Ivoiriens comment ce fonds va être alimenté. Comment on mobilise les 1700 milliards. Et sur quelle base on s'est basé pour pouvoir déterminer ce montant. Voilà, c'est ce que je veux savoir. Autre chose, sur le plan juridique, c'est des fonds publics. Et les fonds comme ça doivent être encadrés sur le plan juridique. Pour moi, ça doit être discuté au Parlement. On va me retoquer du confinement. Mais malgré la crise, les pays démocratiques ont essayé de faire fonctionner à minima le Parlement. Parce que c'est le Parlement qui donne plus de légitimité en démarche. Aujourd'hui, il y a des moyens modernes de communication, la vidéoconférence. On peut faire en sorte que le Premier ministre discute de ce montant avec les parlementaires pour donner un contenu légitime
à ce montant pour savoir comment on mobilise et comment on le dépense. En espèce, ce n'est pas le cas. Et ça, cela m'inquiète. Peut-être le gouvernement va prendre une ordonnance, mais pour moi, une ordonnance, c'est insuffisant. Le gouvernement est quand même légitime dans cette démarche de prendre une ordonnance pour exécuter certaines tâches dans l'urgence, vous ne croyez pas? Oui, quand on n'a pas d'autres options. Mais je dis que là, on a une possibilité de pouvoir constituer le Parlement. Ils sont là. Quand c'était urgent, on a pu les mobiliser en congrès pour voter la nouvelle constitution. Et vous voyez, en France, ce n'est pas tous les députés qui viennent au Palais Bourbon. Mais les dirigeants des groupes parlementaires sont là pour se prononcer sur des questions d'acuité, d'importance qui engagent la nation, la France. Pareil, 1700 milliards qui engagent la Côte d'Ivoire, pour moi c'est important d'associer les parlementaires. Voilà. Et je reviens sur ce fond. Mes interrogations sont également au niveau de la méthode. 1700 milliards. Je vous donne un peu... Ce chiffre vous paraît, M. Oumar, astronomique? Non, c'est pas, ça peut être insuffisant. Mais moi, c'est la méthode. 1700 milliards, je vous donne quelques chiffres significatifs. On dit que c'est pour maintenir une activité économique, soulager la trésorerie et préserver l'emploi. Je vous ai indiqué tout à l'heure ce que ça voulait dire. Les entreprises privées, dont PME 250 milliards, dont 100 milliards pour les PME. Secteur informel 100 milliards. Les filières agricoles 250 milliards. La production buvrière maraîchère 50 milliards. Le fonds de solidarité en faveur des populations les plus vulnérables 170 milliards. Mais je veux savoir ces montants, ça a été déterminé comment? Puisque le ministre de l'économie des finances de la Côte d'Ivoire a dit que c'est maintenant qu'ils vont chercher à rencontrer les différents organismes pour évaluer leurs besoins. C'est donc mettre la charrue avant les bœufs. Ils ont fait totalement le contraire. Il faut d'abord évaluer les besoins des gens avant de déterminer le montant. Et moi, je ne sais pas comment on peut évaluer les besoins des gens sans la participation de ceux qui sont concernés. Et comment on peut évaluer les besoins des petites et moyennes entreprises sans associer les élus locaux, les maires et les présidents des conseils régionaux qui sont proches de la population et des réalités. Effectivement. Ils ont été exclus complètement de la confection du plan. Alors, quand on me parle du secteur informel, je veux bien qu'on me dise ce que ça veut dire. Comment on arrive à formaliser l'informel. Et si tant est qu'on veut aider ceux qui sont dans les petits métiers, dans le secteur informel, parce que pour moi, important, c'est une chaîne importante qui tient notre économie en Afrique de façon générale. Et quand vous formez les petits commerces, les maquis, vous sapez totalement l'équilibre fragile de ce secteur. Or, ce secteur est essentiel pour le maintien du contrat social. Je peux même dire l'équilibre social, l'équilibre familial. Voyez-vous, quand quelqu'un a son petit maquis, au-delà du fait que vous partiez manger et boire, mais il y a quelqu'un qui a un dépôt de boissons qui vient alimenter le maquis. Il y a une dame devant qui va faire de la loco, du poisson pour vendre. Donc quand vous avez fermé le petit maquis, vous mettez en difficulté tous ceux qui vivent autour de ce maquis. On peut répéter à grande échelle dans d'autres secteurs. Mais si vous fermez et que vous ne trouvez pas de solution de revenus de remplacement dans les meilleurs délais, vous risquez de créer un désastre social. Oui. Et je trouve qu'on annonce un plan avec des montants et c'est maintenant qu'on est en train de chercher l'argent. Mais entre-temps, le virus, comme je dis, ne vous attend pas. Et entre-temps, les familles sont en train de couler sur les difficultés. C'est ça qui m'inquiète en fait. Ce n'est pas tant le montant. Parce que peut-être si une bonne évaluation va indiquer ce montant est insuffisant. Ou peut-être en dessous. Mais il faut qu'il y ait une méthodologie de bien évaluer les besoins de ceux qui en ont besoin pour qu'on puisse l'annoncer. On n'annonce pas un montant. Et puis c'est maintenant, après qu'on va aller chercher à savoir les besoins des uns des autres. Justement, moi, je voudrais savoir, pour ces petits responsables des petites et moyennes entreprises, comment pourrait éventuellement se faire cet accompagnement social? Oui, comme je dis, vous ne pouvez pas évaluer les besoins des petites et moyennes entreprises sans les acteurs eux-mêmes. Ouais. Et sans associer les élus locaux. Voyez-vous, ceux qui ont les petits commerces
par exemple dans les communes, ils paient des patentes À à la mairie. Donc la mairie a un fichier existant. Mais si vous n'associez pas les maires, comment vous allez avoir un fichier exhaustif? Voilà. Donc, il y a toutes ces insuffisances qui indiquent que ce plan est inadapté et inadéquat. Parce que c'est défini de façon autocratique verticale, sans associer les élus locaux, sans associer la base. Or, un plan qui n'est pas de la base, est en général voué à l'échec. Ce plan manque de démarche opérationnelle. Comme vous le dites, il faut définir les thématiques. Comme vous dites là, les PME, maintenant les PME, il y a des différents secteurs qui composent les PME. Si c'est pas le bâtiment ou le secteur du tourisme, vous prenez ce secteur, c'est une thématique. Vous évaluez les besoins de cette thématique et en ce moment, vous ressortez un montant. Et quand vous globalisez, vous avez quelque chose qui tient un peu vers la réalité. Alors, en l'espèce, je crains que ça soit le cas. Est-ce que ce n'est pas là une façon de mobiliser des ressources À d'autres fins. sans contrôle réel pour assouvir des desseins politiques inavoués? Monsieur Oumar, l'une des mesures sur lesquelles je souhaiterais m'appesantir, c'est celle après au logement. On nous demande que le gouvernement voudrait que les propriétaires de maisons mettent sur pied une discussion avec les locataires pour ensemble trouver et s'accorder sur le minimum pour voir comment gérer les loyers. Est-ce que ça vous paraît pertinent? L'État peut jouer un rôle de médiation, mais l'État ne peut pas empêcher un propriétaire d'encaisser le loyer. Parce qu'en fait, si le locataire est en difficulté que vous ne payez pas, mais le propriétaire, lui aussi, il a besoin d'argent pour vivre. Bien sûr. Voilà. Donc l'État peut servir de médiateur pour trouver un compromis, mais ce qui est du ressort de l'État qui peut être vraiment une action immédiate et concrète, c'est par les factures des CIE. Ça, l'État peut prendre sur lui pour dire, ce mois, je paye à la place des gens. Ça, c'est du concret. Mais l'État l'a fait. Non, L'État a pris en charge 6 millions de ménages. Oui. Il faut le rappeler. 6 millions de ménages, on dit les plus vulnérables. Mais vous et moi, nous sommes aussi vulnérables. Je pense que quand on est dans une situation pareille, il faut une nation forte qui concerne la nation. Les autres pays l'ont fait. Ils sont moins lotis que nous, mais qui l'ont fait. Voilà. Maintenant, le loyer, comme je dis, il faut la médiation. C'est quelque chose qui peut se négocier en locataire propriétaire, parce que la réalité est là. Mais vous ne pouvez pas empêcher le propriétaire d'encaisser son loyer. Voilà. Un plan de cette dimension, pour que ça marche, vous avez besoin de l'adhésion de tout le monde. Donc il faut associer toutes les forces vives de la nation, y compris les forces politiques qui comptent. Mais si vous excluez les forces politiques qui comptent, vous risquez d'avoir un plan qui est mal interprété et qui va être inadapté. Vous voyez un peu la réaction que nous voyons dans les quartiers? On construit des tentes pour chercher à dépister, et puis les gens ne comprennent pas, il y a casse. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de communication. Il n'y a pas une adhésion massive à ce que le gouvernement fait. Il n'y a pas de lisibilité. Les gens ne voient pas où on va. D'ailleurs, ça donne des inquiétudes. Il y a le DG de la santé, le directeur général de la santé, qui a déploré que face aux événements malencontreux qui sont survenus à Yopougon, il a déploré le manque de communication. Vous êtes d'avis avec lui? Oui, j'ai apprécié son honnêteté, lui au moins. Il reconnaît qu'il y a eu des faiblesses dans l'approche des choses. C'est ça. Je pense que la situation dans laquelle nous sommes est grave. Donc on ne peut plus gouverner comme dans une situation normale. À partir de là, ça ne coûte rien d'associer toutes les forces vives. Voyez-vous en France, régulièrement le Premier ministre, Édouard Philippe, consulte les leaders des partis politiques sur des décisions importantes à prendre. C'est ça, il faut qu'il y ait un élan national. Je pense qu'il n'est pas tard que le gouvernement se ressaisisse sur ce point. Il faut rappeler aussi, avant de continuer, que le secrétaire exécutif en chef du PDCI, éminent professeur en cardiologie, a même invité l'État à une concertation nationale. Mais il a tout à fait raison, M. Djekawe. Le PDCI a une grande expérience de la gestion des États, du temps du président Houphouët-Boigny jusqu'à au temps du président Rikonan Bédié. Quand il y a un moment donné dans l'histoire d'une nation, il y a des problèmes majeurs qui engagent la destinée de la nation et de la population, il faut engager la responsabilité de tout le monde. Je pense que c'est ce que le gouvernement doit faire. Il faut associer toutes les forces vives de la nation.
même vous, votre télévision privée, vous devez être associé à la campagne de sensibilisation. S'il y a un fonds à distribuer, vous devez être bénéficiaire. On est arrivé à un stade où il faut stopper la propagation du virus. C'est une question de vie ou de mort. Vous voyez, ce virus nous met dans un dilemme extrêmement difficile. Soit vous faites l'activité, vous créez de la croissance, mais vous créez la contagion et la mort. Bien sûr. Ou bien vous faites de la santé, et puis vous rentrez en récession. La situation est difficile. Il nous faut faire un choix tout de même. Oui, il faut faire un choix. Il y a certains pays qui ont choisi, et puis aujourd'hui on voit les conséquences. On choisit la santé, la vie des Ivoiriens, mais le plan économique, ça va être difficile. Et quand c'est comme ça, il faut associer tout le monde pour que la décision qu'on prenne soit une décision consensuelle, une décision qui peut être défendue par tous. Et sur ce plan, également, ce que je n'ai pas vu, c'est la transparence qu'on met en place pour gérer ce fonds. Pour moi, ce fonds doit être géré de façon spéciale et spécifique. Parce que ce fonds est spécifique. Il faut arriver à mettre en place une structure de gestion indépendante qui va gérer, qui va faire le suivi et qui va évaluer pour rechercher l'efficacité. C'est vrai, on dit la confiance n'exclut pas le contrôle, mais le contrôle renforce la confiance. Alors, quelles sont les personnes qui devraient, par exemple, être commises pour justement gérer ce fonds? Mais j'ai dit une structure indépendante. Le gouvernement a des experts. On peut mettre des gens de la société civile. Gère. On sait, pour les dons qu'on reçoit en termes de recettes, régulièrement, qui fait des dons à ce fonds. Quand on dépense, on fait la traçabilité des dépenses. L'argent qu'on sort, ça va où? Et ça achète quoi? Et ce quoi qu'on achète là, il faut vérifier après que ça va à l'endroit où on en a besoin. Il faut rendre compte régulièrement à la nation. Pour moi, ce comité, chaque semaine, doit venir à la télé pour rendre compte. On a tant, on a dépensé tant, on a acheté tant. Et ça, pour moi, c'est une exigence pour les Ivoiriens. Et pour moi, cette exigence n'est pas négociable. Le gouvernement a tout dit faire ce qu'il veut, mais je pense que c'est dans l'intérêt du gouvernement de mettre une structure indépendante avec un principe de gestion transparent pour rassurer les Ivoiriens. Vous savez, de plus en plus, le fossé se creuse entre les gouverneurs et les gouvernés parce qu'il n'y a pas de confiance. Il faut recréer la confiance. Rappelons qu'en termes de dons, le gouvernement américain, la Banque mondiale, la Fondation Magic System, toutes ces structures ont fait des dons à l'État de Côte d'Ivoire. Mais comment ce don est reparti et géré, c'est la grande question. Ouais, ça revient à ce que vient d'indiquer. Tout à fait. Si on met un comité national dépendant pour gérer ce fonds, et il va y avoir des donateurs. Comme on dit, une partie, ça va être des donateurs de nos partenaires de développement, même des entreprises locales, et une partie peut être sous forme d'emprunt sur le marché monétaire ou sur le marché financier. Et on sait ce que c'est. Une fois qu'on a évalué tous les besoins, on cherche le fonds et ce comité va rendre compte régulièrement de ce qu'on fait de cet argent. Et pour moi, c'est très important et les Ivoiriens attendent beaucoup de cette procédure. Je voulais aussi également donner quelques précisions sur cette question de transparence. Le Premier ministre annonce que la capacité de prélèvement des cas suspects et d'analyse a été renforcée. Mais on était à combien de prélèvements? On a combien de prélèvements à ce jour? Et le renforcement est fait pour quel objectif? Ça, c'est important de le faire. Il dit que l'extension des sites de prise en charge des cas positifs est en cours tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Mais on ne nous dit pas combien de sites on a à ce jour. Et l'extension va-t-elle créer combien de sites en tout? Et quelles sont les villes à l'intérieur qui seront concernées? Il faut que les gens nous communiquent ça également. Il dit ensuite que l'ensemble des commandes urgentes de matériel de protection a été passé. Mais la commande a été passée quand? Et avec quel fournisseur? Et pour quelle quantité? Et pour quel montant? Quel est le délai de livraison quand on connaît la tension sur le marché international? Récemment, la France a fait une commande de masques. Les Américains ont surenchéri. Ils ont payé 3 fois le prix, ils ont pris la commande. Alors, si les Américains arrivent à détourner la commande de la France, qu'en est-il de la Côte d'Ivoire? Nous. Donc ça, les Ivoiriens bien savoir, il faut arriver à expliquer clairement les choses.
Et le Premier ministre dit les stocks de médicaments sont disponibles pour faire face aux besoins. Mais quel genre de médicaments? On dit qu'actuellement, le médicament, il n'y a pas de remède. Donc, c'est des médicaments de traitement, de méthode Raoult, ou c'est autre chose? Ou bien alors, c'est des médicaments pour la réanimation, puisque le professeur n'est pas encore dans ce cas. Mais il ne dit pas quel médicament. Il dit le stock de médicaments sont disponibles. Mais quel médicament? Il faut qu'on nous le dise. Vous voyez bien, le plan du gouvernement ne dit pas clairement quelle est la stratégie également pour contenir les prix des produits vitaux afin d'éviter l'inflation. Vous voyez comment les prix vont dans tous les sens. Le gel qu'on avait à temps, vous voyez le prix maintenant, il n'y a pas d'encadrement. Et on est en train de créer une inflation qui va venir baisser le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Un pouvoir d'achat des gens qui n'existe pas. Le plan ne dit pas comment on moralise l'aide publique accordée aux entreprises. Est-ce que les entreprises qui vont bénéficier de ce fonds public seront en droit de pouvoir distribuer des dividendes à l'actionnaire? Le plan est mieux sur cette question. Et puis le gouvernement note un plan de solidarité en faveur des populations un peu démunies d'un montant de 170 milliards de francs CFA. Mais on ne dit pas quels sont les critères définis pour pouvoir bénéficier de ce fonds. Ces critères sont-ils suffisants, suffisamment inclusifs pour éviter le clientélisme politique, comme on a vu qu'on a donné des matériaux de protection estampillés le logo des partis politiques. Vous voyez, on a utilisé le fonds public ici pour donner des cartes d'identité à des militants au lieu de faire la gratuité pour l'ensemble des Ivoiriens. Est-ce que ce n'est pas là l'occasion d'utiliser ce fonds à des fins politiques? C'est pour ça qu'il faut la transparence. Il faut un comité de gestion pour rendre compte aux Ivoiriens. Voilà un peu ce que j'avais à dire globalement sur ce plan. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. La BCE a annoncé des mesures de soutien à différentes banques et aux États membres. Quelle est votre appréciation? Oui, effectivement, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, a annoncé des mesures de soutien pour maintenir les banques commerciales liquides afin qu'elles puissent assurer, préserver le circuit de financement de l'économie. C'est bien. Mais là où je suis resté sur ma faim, c'est le soutien apporté aux États membres. Seulement 25 milliards de francs CFA comme fonds de bonification pour permettre aux États membres d'avoir des prêts concessionnels. Ça veut dire contracter des prêts à des taux inférieurs au taux du marché. Ce n'est donc pas un don alors? Non, mais je trouve déjà ce montant très insuffisant. Très insuffisant par rapport à ce qu'on voit ailleurs. Mais j'espère que la Banque centrale va mieux faire quand nous allons sortir de la crise. Parce que quand nous allons sortir de la crise, il aura besoin de racheter la dette des États membres. Et un pays comme la Côte d'Ivoire, qui pèse un peu plus de 40% de la masse monétaire, j'espère que la Banque centrale va poser un acte significatif en dehors de la Côte d'Ivoire et des autres pays. Monsieur Ouma, un mot à tous ces Ivoiriens qui vous regardent. Au vu de ce que nous voyons, chaque jour sur les petits écrans, il y a des raisons de s'inquiéter. Des milliers de morts, des milliers de personnes admises en salle de réanimation, tout ça donne à réfléchir. Souhaitons tous que cette crise ne dure pas. Parce que si cette crise est dure, elle risque de créer l'effondrement des États. Et il faut déjà réfléchir sur de sortir de la crise. Pour moi, déjà, il faut anticiper. Et cette crise doit nous donner à repenser tous nos systèmes économiques, sanitaires, sociaux. Cette crise a mis à nu la faiblesse, par exemple, de notre système sanitaire. Mais cette crise met également la faiblesse de notre système économique. Ça montre que nous sommes dépendants de l'extérieur. Vous voyez, cette crise a suspendu l'opération des eurobonds. C'est l'argent qui était prévu dans le budget de l'État. est suspendu, donc ça crée une tension de trésorerie au niveau de l'État. Nous devons repenser qu'un budget de l'État, un pays comme la Côte d'Ivoire, le tiers dépend d'extérieur. Il faut accélérer des réformes importantes, notamment sur l'industrialisation. Quand j'ai vu des chiffres au niveau du ministère de l'Agriculture, le taux d'industrialisation
Par exemple, du cacao à 30%, du café 26%, de l'EVA seulement 5%, de la NACA seulement 9%. Vous voyez la marge? À quel moment nous allons observer le chômage des jeunes si nous ne passons pas à une offensive directe de l'industrialisation? Nous devons repenser carrément à notre système d'épargne pour savoir la dette à un moment donné. Le fait de s'endetter, ce n'est pas un problème. Mais si on s'endette pour investir dans un secteur productif, créer de la richesse, tant mieux. Mais on ne s'endette pas pour l'investir dans des secteurs non productifs. Et quand vous créez la dette, il faut la rembourser. Et qui détient la dette? Vous voyez le Japon? Le taux d'endettement du Japon est très élevé. Mais vous savez qui détient la dette japonaise? C'est les Japonais qui détiennent leur propre dette. Les Américains sont endettés, mais par le système du dollar, ils arrivent à régler leurs problèmes. Mais nous, on s'endette à l'extérieur, on est en train d'aller vers un deuxième PPTE. Là où vont les choses. Alors, au sortir de la crise, on va trouver une facture salée. Il y a 3 façons de payer votre dette. Soit vous créez de la croissance, l'activité reprend, et ça va vous rembourser. Soit vous créez l'inflation pour donner moins de valeur à ce que vous avez comme dette auparavant, payer en monnaie de singe. Une deuxième dévaluation. Enfin. Ou alors, vous créez un défaut de paiement. Vous dites, écoutez, moi je vous dois, mais je n'ai rien. Si vous voulez me prendre, mais moi je n'ai rien. Mais je pense que ce n'est pas honorable pour un pays, la Côte d'Ivoire, de se déclarer en défaut de paiement. Mais je pense que, sortir des crises, comme je dis, il faut une approche globale de régler ce problème. Chacun doit faire un effort pour payer la dette. La Banque centrale doit pouvoir accepter de racheter la dette des États. L'État doit savoir abandonner ce genre de créances vis-à-vis des entreprises. Les entreprises également doivent aussi accepter d'abandonner des créances vis-à-vis de certains clients et certains particuliers. On est en train de reporter les échéances du paiement. Les dettes fiscales, sociales, on les reporte. Mais entre-temps, il n'y a pas d'activité. Mais quand on va reprendre, le stock de la dette va être là. Dans tous les cas, il faut que l'État s'apprête à supporter un certain nombre de choses en abandonnant les créances. Sinon, les entreprises ne pourront pas s'en sortir. Cette pandémie que nous vivons est dangereuse. Mais j'invite l'ensemble de nos compatriotes au calme et à observer de façon stricte les gestes barrières édictés par le gouvernement et le président Rikonan Bédié pour éviter la propagation de ce virus. Il ne faut surtout pas céder à la panique, car cette crise sanitaire risque de durer, mais elle passera un jour. Nous aurons le temps de faire le bilan, le vrai bilan, pour en tirer toutes les conséquences, tant sur le plan social, politique, économique et sanitaire. Quant aux questions particulières liées à l'économie et aux finances, je viens de vous indiquer que la facture sera à la fin salée. Il ne faut pas s'y méprendre là-dessus. L'héritage économique et financier que ce gouvernement laissera sera catastrophique. Alors que le PDC veut reconquérir le pouvoir d'État en 2020, je veux dire en octobre 2020, pensez-vous que ce parti dispose d'assez de cadres compétents pour relever le défi, à savoir redresser l'économie ivoirienne? Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la Côte d'Ivoire rencontre de telles difficultés. Souvenez-vous de 1993, où les salaires des fonctionnaires étaient menacés. Et comme si cela ne suffisait pas, la dévaluation du franc CFA est venue comme un coup de massue, comme un coup péré. Et cela a été vécu par les Ivoiriens comme un deuxième deuil après le décès du président Félix Faure-Balogun. À ces différentes difficultés, le président Henri Konan Bédié et son gouvernement d'alors ont su apporter des réponses rapides et efficaces. Le président Henri Konan Bédié a su dignement relever le défi et il assura ainsi. Monsieur Eoumon Bernard, délégué PDCI RDA, secrétaire exécutif en charge des délégations de l'extérieur et surtout financier économiste. Merci pour votre disponibilité. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous et Dieu nous garde. Bonsoir.